je ne vais pas m'appesantir, mais on voit très bien le déficit de légitimité qui est celui du Premier ministre François Bayrou. On voit très bien à quel point sa politique est une politique de l'immobilisme, il ne se passe rien. Et donc, ce faisant, ça rehausse, ne serait-ce que par rapport à François Bayrou, dans un espèce de jeu de clair-obscur, on voit bien que le chef de l'État reprend un petit peu pied par ce petit jeu-là. Et après, il reprend d'autant plus pied qu'il se positionne très exactement comme tu viens de le décrire, sur la scène internationale, comme un anti-Trump, comme c'était les termes, mais qui étaient les termes finalement de ses amis, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, c'était les termes de Kaja Kallas qui ont été repris immédiatement par Gabriel Attal il y a quelques semaines, comme le chef du monde libre. Je pense que tout le monde a été attentif à la proposition, en tout cas à la sortie de Dmitri Peskov, qui disait que les Russes étaient tout prêts de permettre la remise en service et de céder Nord Stream 1 et Nord Stream 2 aux Américains, moyennant le paiement d'un petit peu d'une taxe et de récupérer de l'argent par ce biais-là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les Russes sont capables, ils sont d'accord pour continuer à nous fournir de l'énergie et du pétrole et du gaz parce que ça leur rapporte. Et ils sont finalement d'accord pour que les Américains prennent une petite part là-dedans. Et nous, on se laisse tondre là au milieu. Et celui qui est pile là au milieu de cet enjeu-là, c'est Merz, c'est les Allemands. Par contre, on a une élection en Pologne qui va être extrêmement importante, où là, on doit se dire que le basculement de l'ordre international va fortement peser, avec des enjeux qui sont quand même pas rien, puisque pour l'instant, c'est une élection présidentielle en Pologne, je crois que c'est le 18 mai, si je ne dis pas de bêtises, où le président Duda du PiS est en place, alors que c'est le très pro-européen Donald Tusk qui est devenu Premier ministre il y a quelques mois. Donc pour l'instant, il y a une espèce de blocage, puisque le président de la République a un droit de veto. Que vont donner les élections du 18 mai? Elles donneront, celles-là aussi, une idée de la manière dont la politique internationale et la politique trumpiste pèsent sur les politiques nationales. Il leur a dit on vous lâche, et puis il leur a dit le monde dans lequel vous voulez continuer à vivre, dans lequel vous vous enfermez, n'existe plus. Voilà. Il leur a dit la mondialisation est un concept qui aujourd'hui est dépassé, n'a plus de sens et ne sert plus nos intérêts, donc nous abandonnons la mondialisation. Donc tout ça nous amène à cette idée que finalement, quand Trump arrive sur la scène internationale comme il le fait là avec ses gros sabots, et attention, tout ce qu'on dit aujourd'hui, on le dit, tu l'as dit en introduction, au regard de ce que sont les 100 premiers jours du mandat de Trump. Est-ce que l'influence de Trump sera la même dans 6 mois? Est-ce que ces coups de boutoir vont pouvoir se prolonger de manière répétée comme ça? On ne sait pas, ou est-ce que les gens ne vont pas s'habituer. Mais en tout cas, avec ce qu'est le Trump d'aujourd'hui, ça interfère dans la vie politique, ça a des conséquences immédiates sur les résultats au Canada, qui est cette bipolarisation, ce vote réflexe qui est une forme de vote utile pensé comme un vote anti-réactionnaire. Et dans ce cas-là, sur qui se porte-t-il? Sur les progressistes ou sur les libéraux? Eh ben non, il se reporte sur les libéraux. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous recevoir à nouveau sur Fréquence Populaire. Et nous avons la chance aujourd'hui d'être avec François Coq, que j'ai moi la chance de connaître depuis très longtemps. On a été compagnons au Parti de gauche, et un peu à la France Insoumise, avant de la quitter, d'en être banni. C'était un moment qui est resté célèbre. C'est une émission récurrente qu'on va faire avec François pour analyser la politique européenne, internationale, française, et voir quels enseignements on peut en tirer, quelles perspectives on peut en tirer pour la politique en France, l'avenir de notre pays. Première aujourd'hui, François, tu es professeur de mathématiques de profession, en collège, en lycée, suivant les années. Et en activité, voilà. Et en activité. Et heureusement, on a besoin de mathématiques dans ce pays. C'est un petit peu le parent pauvre apparemment en ce moment. De plus en plus. De plus en Et plus. pourtant, c'est ce qui façonnera en grande partie le monde de demain. C'est clair. Mais en même temps, tu es personnalité politique, assez bien connue dans le paysage politique français, militant depuis un certain nombre d'années maintenant. Tu as été secrétaire général du Parti de gauche il y a quelque temps. Tu as été un des responsables à la France Insoumise. Tu as
travaillé sur énormément de sujets, en particulier la loi NOTRe de François Hollande. Je me souviens très bien des meilleures analyses qui a été faites à l'époque sur les conséquences de cette loi et On pourquoi. s'est retrouvé bien seul à mener ce combat contre l'explosion de la République par l'explosion de ces territoires. Exactement. On y reviendra, je pense que c'est un sujet qui, maintenant que du temps est passé, on peut voir combien tes analyses étaient fondées sur les conséquences que ça allait avoir pour pour la République, comme tu le dis. Mais un autre champ d'expertise pour toi, c'est l'Europe. Et d'ailleurs, tu avais écrit ce livre il y a quelques temps, je crois que c'est en 2018. Oui. Alerte à la souveraineté européenne, remarquable. Alors, il est concis, mais très très précis, très clair. Et on en a une édition renouvelée, augmentée, qui va arriver là, qui va arriver. Donc, dans les semaines qui viennent, une édition augmentée mise au goût du jour, puisque la première version part du fait que j'avais diagnostiqué que la ligne rouge, enfin plutôt le fil conducteur de la pensée d'Emmanuel Macron à l'époque était dès 2017 la souveraineté européenne, qu'il allait mettre à toutes les sauces, et ce dépassement et ce transfert de souveraineté vers l'Union européenne, dans lequel il souhaite embringuer la France et les Français. Et mes travaux m'ont amené aussi à travailler sur la démocratie minoritaire. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, qui est ce qui gangrène aujourd'hui les processus démocratiques un peu partout au sein de l'Union européenne, mais même au-delà. Et donc la version augmentée, finalement, fera un peu la jonction des deux et essaiera de tirer l'analyse des expériences de démocratie minoritaire et de cette poursuite de la volonté, au regard de cela, chez Macron et chez d'autres, d'aller vers une supra-souveraineté. oui, parce que c'est exactement ça le fil conducteur. J'ai trouvé ce livre très important et vraiment d'actualité, alors qu'il a été écrit à peu près quand Emmanuel Macron est devenu président. Alerte à la souveraineté européenne, parce que si on lit, si on regarde la présidence, les deux présidences d'Emmanuel Macron, en fait, il y a une très forte continuité sur cette thématique de la souveraineté européenne. S'il a bien quelque chose qu'il a réussi, sur lequel il a appuyé, sur lequel qu'il a tenté de pousser, quelles que soient les crises dans lesquelles il était, qu'on a vu le Covid, les gilets jaunes, les crises internationales, c'est toujours pousser cette souveraineté européenne qu'il avait annoncée, tu le rappelles dans ce livre, lors du dès Discours août, de la dès août Sorbonne. 2017, même Dès août 2017, avec la avec conférence les des ambassadeurs. à la Sorbonne, à la PNIX, où on était, et c'est une constante chez lui. On le voit avec ce qu'il fait avec von der Leyen. Donc c'est vraiment C'est son seul objet théorique, en fait. Voilà. C'est un praticien, mais c'est pas un théoricien de la politique Macron, à part sur ce sujet-là. C'est le seul objet un petit peu construit qu'il a essayé de mettre dans le débat, qu'il a essayé d'imposer dans le débat. Et ce qui est intéressant, et je pense que qu'on aura l'occasion d'y revenir régulièrement dans nos émissions, c'est que il n'a pas réussi à le faire, il s'est retrouvé bien seul, bien esseulé au sein de l'Union européenne pour imposer cette souveraineté européenne. Il a glissé plus récemment vers une autre idée qui est l'idée d'Europe puissance, qui finalement n'est jamais rien d'autre qu'une reformulation de la souveraineté européenne qui est toujours un petit peu déguisée derrière. Et ce qu'il va falloir analyser aujourd'hui, au regard des changements importants, hein, là pour le coup on a un remodelage complet de la scène internationale, c'est si ça ne va pas lui donner l'opportunité de remettre cette question plus encore sur la table et de trouver des points d'appui qu'il n'avait pas jusque-là. Je pense notamment peut-être aux Allemands, mais je pense que ça va être l'objet de la discussion qu'on va mener maintenant. Et cette logique de la souveraineté européenne, eh bien, conduit aussi à cette démocratie minoritaire. Et tu as écrit un autre livre, je pense, un autre livre important que tu as fait, c'est L'impératif démocratique. Ouais, toujours chez Jamais Édition, qu'on salue, on espère qu'il va bien. De la crise de la représentativité aux Gilets jaunes, puisque c'est un mouvement auquel tu as participé, que tu as suivi très en détail, et tu en as fait un compte rendu, et tu relis tout ça, et tu trouves une logique, en fait. Je trouve une logique et finalement c'était un processus un peu inéluctable, hein, puisque dès le départ on faisait l'analyse que la démocratie représentative, si elle est utile et si elle est nécessaire, ne suffit pas à retranscrire l'ensemble du champ de la volonté populaire, elle mérite d'être complétée, donc il y a un impératif démocratique qui se dégage, et aujourd'hui l'analyse que je fais, moi, c'est que c'est les peuples qui, en conscience,
bloque le système électoral, parce que l'offre électorale, l'offre politique aujourd'hui ne convient plus à leurs aspirations. Et donc dans ce livre et dans mes travaux, dans les travaux que j'ai menés et qui ont suivi, j'ai analysé ce qui se passait un petit peu partout au sein de l'Union européenne, et j'ai montré que ce que nous on connaît en France, finalement en étant un petit peu les derniers à arriver dans cette situation depuis 2022 et plus encore depuis 2024, c'est-à-dire dans cette situation de démocratie minoritaire où un gouvernement, même sous forme de coalition, est minoritaire au sein de son propre Parlement national, finalement c'est un phénomène qui était général, quasi général, en tout cas dans plus de la moitié des pays de l'Union européenne dès 2018, et c'est pour ça qu'on continue à mener des émissions comme ça, parce qu'on a besoin de réfléchir entre nous et avec les gens qui sont derrière le poste, c'est comment on en sort. Parce que le constat que je fais avec mes derniers travaux, et ça sera dans la version augmentée de Alerte à la souveraineté européenne que tu évoquais tout à l'heure, c'est que partout où on regarde, on n'en sort pas justement. Donc cette situation de blocage devient un enquistement. Alors, une de tes grandes qualités, c'est que tu arrives à relier l'international et ce qui se passe concrètement dans notre pays et montrer quelles sont les dynamiques à l'œuvre et euh, comment l'un influe sur l'autre. Or, ces 3 derniers mois, dans le monde, sont très très fortement marqués par l'élection de Donald Trump, de son équipe, et de l'action qu'il a menée sur ces 100 jours. D'ailleurs, Donald Trump nous a fait une de ces saillies dont il a le secret. Il nous a dit « Ces 100 jours sont les meilleurs qu'un président des États-Unis ait jamais pu avoir depuis qu'il existe des présidents des États-Unis. Peut-être pense-t-il depuis les empereurs romains, même très certainement. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, il n'est pas dans la démocratie minoritaire. Celui qui donne le là, enfin, les États-Unis donnent le là à l'Occident, d'autant plus qu'on a une Union européenne qui est très 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 atlantiste. Elle n'a pas suivi les prérogatives du général de Gaulle qui proposait avec son traité de l'Élysée de se débarrasser du GATT, de l'OTAN et de l'ONU dans la construction d'une Europe des peuples et des nations et des États souverains. Donc on est sous influence des États-Unis. Et là, on a un Donald Trump qui est élu et avec une majorité totale. Lui, pour le coup, il a le vote populaire, très très loin devant son opposante Kamala Harris. Il a la Chambre des représentants, il a le Sénat, il a de facto la Cour suprême. Bref, lui, il est dans la capacité d'agir très forte, et on le voit agir dans tous les domaines, à l'intérieur comme à l'extérieur, et ça a une incidence forte sur les élections dans différents pays, et la politique dans les différents pays, en particulier en Europe. Mais avec une dimension qu'on retrouve quand même dans la démocratie minoritaire, qui est la polarisation. Voilà. Il joue de la polarisation, et dans les systèmes de démocratie minoritaire, plus ça va et plus la démocratie minoritaire pousse à aller vers cette polarisation. Donc il y a malgré tout quand même des choses qui se rejoignent. Alors, quelle influence vois-tu sur l'Europe et la France comment on le voit sur la question de la guerre par rapport à l'Ukraine, les Européens continuent à agiter comme des poulets sans tête, en tournant en rond, en se demandant ce qu'ils vont faire, avec très peu de moyens d'action en fait concrètement pour agir sur le terrain. Quel est selon toi le marqueur principal de l'influence de Donald Trump sur la politique européenne et française? Alors, les marqueurs, on pourrait les prendre sur la manière dont on vit dans notre politique au quotidien, et comment nos dirigeants politiques peuvent faire bouger leur ligne de faille par rapport à ça. Mais moi, j'ai quand même, parce que autant commencer directement par l'une des questions les plus structurantes, c'est est-ce que la politique de Donald Trump euh, va influencer le jeu électoral? Est-ce qu'elle l'influence dans les différents pays? Je pense que c'est une question, à ce stade, j'ai pas de réponse toute faite là. Ça l'influence, mais est-ce que ça intervient suffisamment fortement pour faire basculer le résultat d'une élection? Bah là, on a quand même un exemple Ouais, concret au Canada. voilà. C'est le dernier exemple en date. Oui, mais il est clair et net. Il Le est Parti conservateur, ouais, voilà, c'est pareil, c'est un système à 2 partis quasiment, le Parti conservateur, le Parti libéral. Il a été demandé par le Parti libéral à Justin Trudeau, qui est un sorte de cousin d'Emmanuel Macron dans bien des domaines, de laisser la place.
parce qu'il était dans une forme déjà de démocratie minoritaire. Ouais, d'accord, très clairement. Le Parti libéral devait perdre, la place de Premier ministre a été prise par, quelqu'un qui n'est pas un grand politique, mais Marc Carney. Et là, il vient de remporter les élections, assez clairement, les élections législatives au Canada, en ayant une campagne d'opposition à Donald Trump. Et Donald Trump nous déclare la guerre, on ne l'oubliera pas, je serai le Premier ministre qui n'oubliera pas ce qu'il nous a fait, et il a remis au pouvoir les libéraux qui étaient prévus, auraient dû perdre. Si Kamala Harris avait gagné, les conservateurs auraient gagné en fait au Canada. Donc il y a un effet. Donc voilà, il va falloir regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, on est dans un monde totalement nouveau, donc il va falloir regarder ce qui se passe d'élection en élection pour essayer d'en dégager les lignes de force. Si on regarde le Canada, on avait Trudeau qui était effectivement en bout de course, qui était gangréné par la démocratie minoritaire, affaibli, il a été obligé d'annoncer sa démission, élection anticipée. On s'attendait à ce que les conservateurs l'emportent, donc face aux libéraux qui étaient jusqu'alors au pouvoir. Et puis, Trump est arrivé, avec notamment son idée de faire du Canada un nouvel État états-unien, avec les saillies qui étaient les siennes, et puis avec sa politique notamment sur les droits de douane, et sur le marché nord-américain, que ce soit entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Et donc, tout ça a créé une polarisation extrêmement forte dans la campagne et qui a conduit à des résultats qu'il faut prendre pour ce qu'ils sont. Alors, je préfère dire tout de suite, il y a quand même une limite à ça, c'est que c'est un scrutin uninominal, mais à un seul tour au Canada. Donc, ça favorise le vote utile. Mais ça a conduit à quelque chose de très clair, qui est une bipolarisation des résultats électoraux. On se retrouve avec les conservateurs qui font 41%, je crois. On se retrouve avec les libéraux qui finalement ont conservé le pouvoir alors que tout le monde les annonçait en déroute avec 43%. Autrement dit, les uns et les autres, les deux ensemble, font 85% des résultats électoraux. Et ça se fait au détriment de qui? Des deux autres forces qui existent globalement au Canada, le bloc québécois indépendantiste, qui reste toujours autour de 6-7%, qui a un petit peu perdu, mais c'est pas forcément le plus significatif, mais ça se fait au détriment des néo-démocrates, ce qui est considéré, je ne sais pas si on peut dire de gauche, mais voilà, la force plus progressiste, qui elle est en fort recul. Pour l'Amérique du Nord, sont de dangereux gauchistes. Voilà, qui est en fort recul, et il y a eu un transfert très clair de vote de ces progressistes vers les libéraux. Donc il faut comprendre que l'influence de Trump dans la campagne a conduit à un réflexe de vote conservateurs libéraux et une polarisation pour s'opposer à ce qui pouvait être vu comme un vote réactionnaire. Le vote conservateur pouvait apparaître pour les uns comme un vote assimilé à Trump ou autre, et pour les libéraux comme un vote anti-réactionnaire. Ça a créé cette polarisation avec ces résultats assez inattendus il y a quelques semaines, et qui se font, je le redis, au détriment des forces plus progressistes. Donc ça, c'est une première leçon. Il va falloir qu'on regarde sur les autres scènes si c'est quelque chose qui va se passer de la même manière, mais ça nous amène aussi à une autre réflexion, à voir comment la campagne a été menée. Elle a été menée par le fait que donc Carner, qui était venu prendre le poste de Premier ministre à la place de Trudeau, il l'a exercé pendant quelques semaines pendant la campagne, a tout de suite revêtu les habits internationaux. Il s'est mis face à Trump tout de suite. Et d'une certaine manière, c'était la campagne Carney contre Trump, et pas la campagne Carney contre Poilievre, qui était le leader des conservateurs. Donc tout ça nous amène à cette idée que finalement, quand Trump arrive sur la scène internationale, comme il le fait là, avec ses gros sabots, et attention, hein, tout ce qu'on dit aujourd'hui, on le dit, tu l'as dit en introduction, au regard de ce que sont les 100 premiers jours du mandat de Trump. Est-ce que l'influence de Trump sera la même dans 6 mois? Est-ce que ces coups de boutoir vont pouvoir se prolonger de manière répétée comme ça? On ne sait pas, ou est-ce que les gens ne vont pas s'habituer? Mais en tout cas, avec ce qu'est le Trump d'aujourd'hui, ça interfère dans la vie politique, ça a des conséquences immédiates sur les résultats au Canada, qui est cette bipolarisation, ce vote réflexe qui est une forme de vote utile
pensé comme un vote anti-réactionnaire. Et dans ce cas-là, sur qui se porte-t-il? Sur les progressistes ou sur les libéraux? Eh ben non, il se reporte sur les libéraux. Voilà, à mon avis, l'un des enseignements. Je le redis, je n'en fais pas une règle générale à ce stade, je m'en garderai bien. Mais s'il faut regarder ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui, eh ben le dernier résultat en date, il nous donne cette petite idée-là. Donc à vérifier quand on va continuer notre petit tour de mise en perspective. Peut-être parce que il y a eu d'autres élections quand même ces dernières semaines. Peut-être pas autant sous influence trumpiste que l'a été l'élection au Canada, mais par exemple l'élection allemande qui a eu lieu au mois de février. Il y a une tentative au moins d'Elon Musk, qui est une sorte de deuxième vice-président jusqu'à maintenant. Il va bientôt devoir retourner à ses affaires, mais dans cette période, il était une sorte de deuxième vice-président de Donald Trump, et il a voulu influencer les élections clairement en Allemagne. Et d'ailleurs, est-ce que... alors, on va parler de l'Allemagne, mais je voulais te demander ton avis par rapport à la France. Est-ce que, ça serait une généralisation bien sûr, mais est-ce que on n'aurait pas une tentation d'Emmanuel Macron ou de ses épigones de bien tenter de copier ce qui s'est passé au Canada? On voit Emmanuel Macron justement tenter de prendre l'habit international, même si c'est beaucoup de, comme disent certains, de sculpture de l'air chaud, mais en tout cas d'apparaître devant ses concitoyens comme étant quelqu'un qui agit, qui fait quelque chose à l'international et qui reprend le flambeau du défenseur de la démocratie, des valeurs occidentales face à la Russie, abandonnée, valeurs et drapeaux abandonnés par les Américains, et lui, il tient bon face à l'aigle américain. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative là eh ben, de jouer l'anti-Trump pour se refaire une virginité politique qui est quand même très très écornée après 7 ans et demi de pouvoir? On vient de dire sur le Canada, qui se vérifie en partie aussi sur les élections, allemandes. Et ce qu'on peut imaginer, j'ai dit que Macron n'était pas un théoricien de la politique, mais c'était quand même un praticien. Voilà. Je pense qu'il voit que là, il y a une fenêtre d'opportunité sur le sujet. Alors, il le voit au regard de ce qu'est la politique intérieure française. Je ne vais pas m'appesantir, mais on voit très bien le déficit de légitimité qui est celui du Premier ministre François Bayrou. On voit très bien à quel point sa politique est une politique de l'immobilisme. Il ne se passe rien. Et donc, ce faisant, ça rehausse, ne serait-ce que par rapport à François Bayrou, dans un espèce de jeu de clair-obscur, on voit bien que le chef de l'État reprend un petit peu pied par ce petit jeu-là. Et après, il reprend d'autant plus pied qu'il se positionne très exactement, comme tu viens de le décrire, sur la scène internationale, comme un anti-Trump, comme c'était les termes, mais qui étaient les termes finalement de ses amis, tant en France qu'au sein de l'Union européenne. C'était les termes de Kaja Kallas qui ont été repris immédiatement par Gabriel Attal il y a quelques semaines, comme le chef du monde libre. C'est ça ce qu'il veut faire Emmanuel Macron. Mais c'est un calcul qui, du point de vue... Alors, quand on regarde attentivement les résultats auxquels il aboutit, ou plutôt l'absence de résultats à laquelle il aboutit, tout ça peut prêter à sourire, et on peut considérer que c'est grotesque. Mais on ne doit pas sous-estimer le fait que ça impacte dans l'opinion, de manière limitée, c'est pour ça que je parle de l'opinion, mais ça bien impacte sûr. dans l'opinion. Donc, et on le voit, alors bien sûr, on peut me dire, les sondages, tout ça ne nous intéresse pas. Oui, les sondages ne veulent souvent pas dire grand-chose, il faut les regarder à un moment donné. Par contre, les enquêtes d'opinion sur la perception qu'on a de telle ou telle personne montrent toutes que l'opinion vis-à-vis du chef de l'État est en hausse depuis désormais quelques semaines. Il ne faut pas en faire quelque chose d'absolu, mais ça signifie quand même quelque chose. Ça signifie que ce personnage-là, les habits dans lesquels il se drape désormais, ben, ça dit quelque chose, malgré tout, aux Français. Et donc ça dit quelque chose en retour de la manière dont ils perçoivent ou dont leur est présenté aussi la vie politique internationale et la conflictualité que Donald Trump fait peser sur l'ensemble des relations internationales aujourd'hui. Donc oui, l'idée c'est que en bout de course, on va avoir quelque chose à en tirer si on regarde ce qui se passe et comment Trump influe dans les différents pays. Mais je disais, on avait le Canada. Je pense que Macron, avant, a regardé ce qui s'est passé en Allemagne. Parce que Oui, l'Allemagne qui est... les résultats sont quand même similaires. Les élections, elles ont eu lieu maintenant il y a 2 mois en Allemagne.
on revient à un modèle qui est un modèle grande Enfin, coalition. c'est idéal typique de ta théorie. Alors, On est passé d'une coalition minoritaire SPD-CSU à CSU-SPD. c'est ça, En et, gros. et on est passé... De Scholz à Merz. L'Allemagne, c'est quand même un pays dans lequel les principaux partis, les trois grandes forces, c'est CDU, CSU d'un côté, les conservateurs, la droite, et SPD de l'autre. Enfin, il faut imaginer ce que c'était dans ce pays depuis les années 50. Ils avaient à une époque plus de 80-85% à eux deux de l'ensemble des votes lors des différents scrutins. Et puis ils sont progressivement tombés à 70, à 60, et puis la solution de repli qu'ils ont eue au milieu des années 2000, ça a été de faire des des grandes coalitions entre les uns et les autres. Et puis même en Allemagne, les gros cos n'ont pas suffi, donc il a fallu des forces d'appoint. Et bien là, on se retrouve dans cette même situation où on a une grande coalition qui est reformée entre les conservateurs de la CDU-CSU et le SPD, mais il faut avoir en tête que ces deux-là ont obtenu pour le SPD le plus bas score de son histoire, avec 16%, 16% pour le SPD en Allemagne, et les conservateurs n'ont pas obtenu un résultat si formidable que ça, de mémoire 28%. Pour le rappeler aux auditeurs, le SPD, c'était au début du XXe siècle le plus grand parti de gauche au monde. Oui. D'ailleurs, Roberto Michels avait fait son célèbre travail, les partis politiques, sur son parti, le SPD. C'est là qu'il avait tiré la loi d'airain de l'oligarchie, entre autres comme concept. Mais passer de phare du monde politique à gauche à 16%, c'est tragique. D'ailleurs, c'est un peu la course de la gauche en France, qui n'a jamais été un étiage aussi bas. Et c'est pour ça que ça nous intéresse. Parce que, tu le disais tout à l'heure, dans cette élection qui a eu lieu au mois de février, il y a deux choses qui sont venues la percuter. Il y a eu Elon Musk, qui est arrivé lui aussi avec ses gros sabots, en disant clairement, il faut voter pour l'AfD, et la seule façon pour l'Allemagne de s'en sortir, c'est de voter pour l'AfD. Et de l'autre, il y avait déjà les discours et la mise sur la table de la théorie du basculement de l'ordre international par J.D. Vance. Voilà. Bon, parce que Trump, il s'agite, il aime bien aller tout faire exploser en défonçant les portes à coups d'épaule. Mais enfin, quand on veut savoir exactement ce qui sous-tend ce petit jeu théâtral, il faut aller chercher ce que dit réellement Vance, parce que lui, il a théorisé les choses, il les a écrites. Donc, voilà. Donc, on a les deux qui ont percuté l'élection allemande. Et qu'est-ce qu'on constate dans l'élection allemande? C'est que l'AfD... Les propos de J.D. Vance, la conférence sur la sécurité à Munich, ont été un maelstrom. On ne s'en rend pas assez compte, mais les pleurs de l'organisateur, c'est pas que fin. C'est réellement un choc émotionnel intense pour toute cette élite politique SPD, CSU allemande qui est colossale. Il leur a dit on vous lâche. Il leur a dit on vous lâche, et puis il leur a dit le monde dans lequel vous voulez continuer à vivre, dans lequel vous vous enfermez, n'existe plus. Enfin, voilà. Il leur a dit la mondialisation est un concept qui aujourd'hui est dépassé, n'a plus de sens et ne sert plus nos intérêts, donc nous abandonnons la mondialisation. Voilà. Tout ce que défend l'Union européenne. Tout ce que défend l'Union européenne, elle s'arc-boute dessus. Donc c'était très clair. Alors il y a des gens qui l'avaient déjà compris dans les instances européennes, et notamment dans les instances financières, et qui, pour certains, dataient la fin de la mondialisation à la crise du Covid, et pour d'autres, un peu plus pertinents, avaient bien compris qu'il y avait eu un tournant majeur avec la crise de 2008. Mais là, Vance le dit politiquement. Donc tout ça a percuté l'élection, et dans cette élection où l'AfD était en progression annoncée, elle a eu sa progression qui a été confirmée. Ça n'a pas été un raz-de-marée, mais la progression a été confirmée. Mais par contre, derrière, entre les deux autres forces qu'on évoquait tout à l'heure, la CDU, CSU des conservateurs de l'autre, ou le SPD social-démocrate de notre côté, qui en a tiré bénéfice? Personne pourrait-on dire. En tout cas, il y en a un qui a perdu plus que l'autre. C'est le SPD. Autrement dit, un petit peu comme ce qu'on a vu au Canada, on peut se dire que l'irruption de la nouvelle pensée politique
américaine n'arrive pas à être capitalisée par la gauche. On pourrait se dire naturellement que la gauche pourrait se présenter comme l'anti-Trump. Ben, c'est pas si évident que ça si on regarde au regard des résultats électoraux. Ça a été en partie le cas avec Die Linke qui a fait un résultat bien plus important qu'attendu dans la dernière partie de campagne notamment, et qui l'a poussé à 8,7% si j'ai bonne mémoire au soir des résultats. Parce que, pour le coup, Die Linke s'est présenté clairement comme une forme d'anti-Trump sur toute une série de sujets. Mais enfin, c'est bien, et la dynamique se poursuit a priori aujourd'hui, mais ça n'en fait pas le point d'appui qui permet de renverser la machine. Je dis tout ça parce que les élections ont eu lieu maintenant il y a 2 mois. J'ai dit que Macron avait dû les regarder, à mon avis, d'un œil assez averti. Mais après les élections, il continue à y avoir, malgré tout, des enquêtes d'opinion. Et on voit que les choses continuent à avancer un petit peu toujours dans le même sens. C'est-à-dire que les conservateurs perdent un peu, que l'AfD continue à progresser dans les dernières enquêtes d'opinion pour la première fois en Allemagne depuis maintenant, depuis l'avant-guerre. L'AfD, l'extrême droite, est en tête des intentions de vote. Il y a un sondage qui l'a placé en tête des intentions de vote en Allemagne. Le SPD continue à s'effriter. Et Die Linke continue un petit peu à progresser, et on a toujours aussi au sein de ce groupe-là le parti souverainiste qui est celui de Sarah Wagener, qui continue malgré tout, pour un jeune parti, à se maintenir à un score non négligeable autour de 5%. Donc tout ça nous donne à voir que les effets électoraux induits par la situation américaine, ben, dans un premier temps, au stade où nous en sommes, à Trump plus 100 jours, ben, ne bénéficient pas encore aujourd'hui à la gauche, si on regarde ces 2 élections-là. Et quant à la droite de droite ou l'extrême droite, on le voit en France avec le Rassemblement national, eux aussi analysent la situation, ils voient le sort réservé aux conservateurs avec par le soutien indirect de facto de Donald Trump, la montée, comme tu as dit, de l'AfD, mais finalement pas autant qu'ils auraient pu l'espérer au moment de l'élection. Au moment du vote. Au moment du vote, oui. Il y a 2 mois. Ouais. Mais est-ce qu'ils ne se disent pas, ouh là là, le soutien de Trump, en fait, ça joue contre nous au moment où il y a les élections, et on voit qu'elle a été assez embarrassée, en fait, quand elle a eu le rendu de son affaire judiciaire, qui la valide en tant que candidate, parce que les 2 premiers soutiens qu'elle a eus, c'était, à son grand malheur, je pense, Vladimir Poutine et Donald Trump. Mais bon, et peut-être que Donald Trump la gêne aussi considérablement, même si elle a cherché longtemps à avoir sa protection, son soutien, y compris en allant le chercher à New York, alors qu'elle n'a pas été reçue par lui, la pauvre. Il l'a laissé en bas de l'escalator. Alors, ça, il faut qu'on regarde comment les extrêmes droites européennes perçoivent et reçoivent la politique trumpiste. Il y a le cas qui va nous intéresser de la France, où on voit bien que il y a quand même une petite faille, un petit écart entre une Le Pen et un Bardella. Voilà. Marine Le Pen est gênée par le soutien de Trump, qui ne correspond pas exactement sur le fond de sa politique, y compris de la politique économique, à ce qu'elle porte depuis maintenant un certain nombre d'années. Pour le coup, un Bardella qui est... Alors, je vois beaucoup de gens se réjouir que Le Pen soit bloqué à ce stade pour l'instant juridiquement, mais enfin, regardez ce que vous récupérez derrière. Je ne suis pas sûr que sur les questions économiques, sur les questions culturelles, la politique prônée par Jordan Bardella soit beaucoup plus souple que celle de Madame Le Pen, au contraire. Ça, c'était juste une parenthèse, mais je pense que ça vaut le coup de l'avoir en tête. Donc eux, ils sont gênés tant que c'est Madame Le Pen qui est devant. Par contre, si c'est Bardella, le problème, c'est que Bardella, il peut bénéficier de l'élan et du soutien de toute une frange de la population à un Trump qui voit comme Trump celui qui finalement veut faire un peu place nette avec le passé.
Et puis, il peut bénéficier et capitaliser sur la dimension non seulement donc conservatrice, mais je viens de le dire, sur la dimension libérale, beaucoup plus, Bardella. Or, la dimension libérale, on a vu qu'elle était un peu la valeur refuge si on regarde les élections en Allemagne ou au Canada, ou même ailleurs quand on va continuer notre tour d'horizon. Donc Bardella peut être servi un peu, malgré tout, lui, par les événements. C'est pas le cas partout. L'AfD n'a pas forcément bénéficié, je trouve, dans la campagne, dans un premier temps, tu l'as dit, du soutien de Musk, mais on voit qu'elle continue à progresser par contre derrière sur le temps long. Est-ce que c'est lié à la situation internationale? En partie, sans doute. Est-ce que c'est lié au phénomène de démocratie minoritaire, au retour de la grande coalition et des accords pourris qui sont en train de se passer? Peut-être. Peut-être, et puis Oui, parce parce qu'on pourrait le que résumer, c'est une élection pour rien. c'est une élection pour rien, et c'est une élection pour rien, mais là encore, Trump pèse dans l'élection. Parce que Merz, qui est le nouveau chancelier allemand, finalement, avait pris, dans un premier temps, une ligne qui était assez proche de celle de Scholz, qui disait, l'un et l'autre, hein, Scholz et Merz, disaient pendant la campagne, et encore en toute fin d'année 2024, qu'il faudrait, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, préserver et maintenir la relation avec les États-Unis d'Amérique. Or, quels sont les premiers pas de Merz désormais qu'il est chancelier? Son gouvernement va être nommé dans les jours qui viennent. Par exemple, on vient d'apprendre que le ministre des Affaires étrangères allemand ne sera pas du SPD, comme c'est d'usage dans les grandes coalitions jusqu'à présent en Allemagne, hein, où on se répartit les postes si le chancelier et CSU, alors le CDU-CSU, alors le chancelier, le ministre des Affaires étrangères, pardon, et SPD, ben là, il a mis un dur de la CDU pro-guerre en Ukraine, qui était celui qui était le porte-parole sur les questions diplomatiques au Bundestag jusqu'ici. Donc, il veut mener la confrontation, et d'ailleurs, Merz a déclaré que désormais, l'Allemagne ne jouerait plus la chaise vide et ne jouerait plus l'abstention dans les instances européennes, et qu'elle allait réinvestir complètement le champ européen. Donc on voit que ça pèse aussi, au-delà de la question de l'extrême droite, sur ce que va être la politique menée en Allemagne, et par ricochet, hein, parce qu'en fait tout ça s'emboîte, c'est ça qui est compliqué. Ça va aussi servir les intérêts d'Emmanuel Macron, qui jusqu'à présent avait subi une fin de non-recevoir polie, mais une fin de non-recevoir de la part des Allemands, que ce soit Merkel en 2017, puis que ce soit ensuite Scholz. Eh ben, cette fois, par contre, il a peut-être trouvé un partenaire du côté de Merz. Voilà pour l'Allemagne. Mais il y avait eu aussi, depuis les... Même si Merz, sur ces questions, je pense, est assez embarrassé et est en train de se rendre compte que le verbe ne produit pas l'action. On a vu, il voulait transmettre les missiles Taurus aux Ukrainiens, qui aurait un effet sur le champ de bataille, puisque les Russes ne savent pas encore les maîtriser comme ils maîtrisent les ATACMS ou les Scalps qu'on leur tire dessus. Les Taurus, ils ne maîtrisent pas encore, donc ça peut faire des dégâts. Sauf que Washington s'est rappelé au bon souvenir de Merz, et il lui avait rappelé qu'il y a des composantes dans le Taurus qui sont américains, et donc c'est no. Et que Ramstein, la base principale de commandement de l'OTAN, est en Allemagne, et que beaucoup de choses dépendent de la présence américaine en Allemagne. Il y a dû avoir 2 ou 3 coups de fil pour lui dire de Oui, mollo mollo. sans doute, sans doute. Bon, mais en tout cas, ça pèse sur la vie politique allemande. Ça a pesé au Royaume-Uni. On se souvient qu'en fin d'année 2024, Nigel Farage avait dit avoir été voir Elon Musk, qui lui avait promis 100 millions de dollars, je crois, pour faire campagne. Puis finalement, Musk avait fait un petit peu demi-tour, il a fait un petit bébé dans le dos en allant soutenir Tommy Robinson, qui était l'agitateur des émeutes qui ont eu lieu l'été dernier en Grande-Bretagne. Sauf que donc tout ça joue, mais n'a pas forcément toujours les effets escomptés. C'est-à-dire que Farage a tenu bon, et son parti Reform UK, finalement, malgré et en dépit de l'absence de Musk en soutien, est aujourd'hui donné à des étiages extrêmement hauts. On se souvient qu'il y a moins d'un an,
il y a eu les élections générales au Royaume-Uni, que les travaillistes ont emporté un succès extrêmement important, qui font qu'au Parlement, ils ont désormais, doivent avoir les 2 tiers des sièges environ. Bon, ils ont un système un peu Oui, spécial où c'est ça, ils celui ont qui arrive aussi. devant Tout à fait. porte la mise. Eh ben, maintenant, on est quoi? On est 8 mois ou ouais, 8 mois plus tard, et on se rend compte que, bah, finalement, tout le monde se retrouve un peu à égalité Mais entre les là, à nouveau, conservateurs, pour le Reform peuple UK, et les britannique, comme travaillistes. le peuple allemand, c'est encore une élection pour rien. C'est encore une élection pour rien, c'est encore un système qui est bloqué, mais ils ont un parti qui aujourd'hui continue à tirer bénéfice alors que potentiellement il aurait pu être soutenu par les Trumpistes, mais qu'il a rompu avec les Trumpistes sur des histoires, je ne sais pas moi, de magouilles, de financement, j'en sais rien. C'est pas moi qui vais aller m'occuper des affaires entre Farage et Musk. Mais malgré tout, malgré cette absence de soutien et cette absence de lien, il reste en dynamique extrêmement importante. Et puis juste le dernier exemple pour finir, le tour d'horizon sur les extrêmes droites européennes. Alors, est-ce qu'il faut le qualifier d'extrême droite par facilité de langage, mais regardons ce qui se passe en Italie. On a encore une situation différente, où Madame Meloni était la seule quand même représentante de l'Union européenne qui était invitée à la 2e investiture de Trump, mais qui essaie aujourd'hui de se placer dans une situation de médiatrice entre l'Union européenne et Donald Trump. Lors des obsèques du pape au Vatican, c'est elle qui a organisé la première rencontre, parce que jusque-là, Trump, von der Leyen, elle représentait rien. Pour lui, c'est l'Union européenne, ce truc-là n'existe pas. Très bien, moi je ne peux pas lui donner tort sur ces sujets. Donc il refusait de recevoir von der Leyen. Mais c'est Meloni qui a organisé la première rencontre qui a eu lieu il y a quelques jours entre Trump et von der Leyen à l'occasion des obsèques du pape. Et pourquoi fait-elle ça? Parce qu'elle a des intérêts objectifs. En fait, elle raisonne en termes d'intérêts nationaux. Elle a des objectifs spécifiques vis-à-vis des États-Unis. 25% du PIB italien est dû à ses exportations, et dans ces exportations, 10% relèvent des États-Unis. Autrement dit, elle ne peut pas se passer des États-Unis d'un point de vue économique, mais elle ne peut pas se passer de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'après le Covid, d'ici à 2027, l'Italie va recevoir 200 milliards de la part de l'Union européenne. Donc elle ménage la chèvre et le chou en fonction de ses propres intérêts. Mais c'est peut-être ça la clé. La défense de l'intérêt du pays. Parce que s'il y a une élection qui a compté, alors ça nous plaît pas, peut-être pas, ça nous plaît pas à nous peut-être, c'est l'élection en Italie, parce qu'elle a eu un effet, Meloni est en place, et sa cote de popularité croît en Italie. Donc s'il y avait des élections demain, elle serait encore mieux installée qu'elle ne l'est actuellement. Et elle a cette qualité d'un chef d'État, d'une chef d'État, qui est capable d'abord de penser les intérêts de l'Italie. Donc en même temps d'aller accepter les directives de von der Leyen, comme tu l'as rappelé, autour d'un cercueil du pape, de trouver le moyen de montrer à von der Leyen que voilà, elle fait le travail, mieux que Macron, de lui faire rencontrer Donald Trump. Elle négocie avec Elon Musk, elle laisse filer l'idée qu'il y aurait même une idylle entre eux pour que les relations soient encore plus aisées. Et elle est assez maligne pour, d'une manière discrète, avoir des relations avec les Kremlins, pour recevoir, elle, du gaz qui vient par South Stream, de manière avantageuse pour continuer à préserver la compétitivité de son industrie, qui est, elle, bénéficiaire, contrairement à la France, parce que l'industrie italienne s'est beaucoup mieux maintenue que la nôtre. Donc on a peut-être c'est ça la clé, c'est que c'est un dirigeant, quelle que soit son orientation politique, qui s'occupe d'abord des intérêts de son pays. Ça me semble l'évidence. Voilà, je pense qu'il y a cette reconnaissance. Elle a eu lieu, oui, oui, bien sûr, mais elle a eu lieu, cette reconnaissance, à l'occasion des élections européennes. Le seul dirigeant en place qui a été validé au moment des élections européennes, parce que puisque les scrutins restent des scrutins dans le cadre des différents pays, ça reste, qu'on le veuille ou non, Meloni. Ça a été très largement le cas à ce moment-là, d'autant plus qu'elle avait pris le risque de se placer sur la liste pour les élections européennes et d'en être la figure de proue. Donc, ça reste vrai. Pour autant, je trouve que depuis l'élection de Donald Trump, elle a pris une place nouvelle sur la scène internationale.
J'ai la faiblesse de penser que les Italiens auront tendance à apprécier cela. L'Italie est un pays ami où on aime bien que notre pays soit un acteur géopolitique important. Je pense que, un peu comme nous autres Français, nos amis italiens ont ce réflexe-là. Mais je disais qu'il faut faire de la politique aujourd'hui, dans cette situation si compliquée, de manière empirique. On a regardé le Canada, on a regardé l'Allemagne, on regardera quand même l'Italie. Il y a des élections en septembre en Italie, qui ne sont pas des élections générales, mais qui sont des élections régionales. Il y en a eu 2 à l'automne dernier, qui sont passées un peu inaperçues, mais qui ont donné à voir, contrairement à ce qui s'était passé 6 mois avant aux européennes, un reflux de la coalition Meloni, avec 2 régions qui ont été perdues. Là, il y aura 6 grosses régions, dont des régions vraiment test, comme la Vénétie, qui sont soumises à un scrutin au mois de septembre. Il faudra regarder, voilà. Il faudra regarder, bien sûr, tout ne peut pas être ramené à quelle est l'influence de Trump, mais quel est par contre le positionnement de nos dirigeants nationaux? Comment arrivent-ils à penser le monde nouveau selon Trump pour arriver à donner à voir leur politique à leur peuple? Ça sera intéressant à ce moment-là. Il y en a quelques-unes, hein, élections qui arrivent, hein, regardons quand même. Il y a ça, il y a en Italie, il y a des élections dans les comtés en Grande-Bretagne le 1er mai. Il y a des élections qui arrivent en Pologne. Enfin, il y a la Roumanie qui arrive, mais ça, je pense que les problématiques sont un petit peu autres en Roumanie. Par contre, on a une élection en Pologne qui va être extrêmement importante, où là, on doit se dire que le basculement de l'ordre international va fortement peser, avec des enjeux qui sont quand même pas rien, puisque pour l'instant, c'est une élection présidentielle en Pologne, je crois que c'est le 18 mai, si je ne dis pas de bêtises, où le président Duda du PiS est en place, alors que c'est le très pro-européen Donald Tusk qui est devenu Premier ministre il y a quelques mois. Donc pour l'instant, il y a une espèce de blocage, puisque le président de la République a un droit de veto. Que vont donner les élections du 18 mai? Elles donneront, celles-là aussi, une idée de la manière dont la politique internationale et la politique trumpiste pèsent sur les politiques nationales. Parce que oui, pour la Pologne, que ce soit fondée ou non fondée, elle a une crainte dans sa relation avec la Russie. Et si j'étais eux, je ne sais pas qui m'inquiéterait le plus, si c'est Emmanuel Macron avec son parapluie nucléaire ou Donald Trump, qui a quand même un peu plus de moyens pour défendre la Pologne, et fort à parier qu'elle a une influence effectivement très très forte. Toi, tu regardes beaucoup les élections que tu analyses de manière vraiment extrêmement intéressante. Donc c'est un grand plus pour Fréquence Populaire de faire ces analyses pour ceux qui nous regardent. Moi, je regarde beaucoup les déplacements des chefs d'État étrangers, dont on ne parle jamais ici, évidemment, et entre autres de Madame Meloni. Parce que les déplacements d'Emmanuel Macron en Algérie, par exemple, ont été systématiquement des catastrophes, suivies de catastrophes en France. Ne parlons pas des déplacements en Afrique subsaharienne, c'était assez terrible, alors que Madame Meloni fait des déplacements dans ces pays-là, en ayant toujours en tête cet intérêt national plutôt qu'un positionnement idéologique. Et elle a maintenu de très très bons rapports avec l'Algérie, qui continue à fournir le gaz. Alors c'était déjà des accords antérieurs, mais les relations se sont améliorées, là où elles se sont détériorées avec la France. Et un peu comme l'Allemagne à l'époque de Madame Angela Merkel, l'Italie prend des positions là où la France en avait, en particulier en Afrique. Il n'y a pas que les Russes et les Chinois, mais nos partenaires européens sont tout à fait ravis du recul de la France là où elle recule, y compris dans des endroits comme l'Algérie ou l'Afrique de l'Ouest. Oui, la nature a horreur du vide, et on voit bien que l'Italie devient un acteur dans toute cette zone, mais au-delà, le champ africain de l'Italie s'est grandement élargi depuis maintenant plusieurs mois. Tu as raison, hein, de dire qu'il faut regarder les déplacements. Juste, ça me fait penser, j'ai regardé moi quels allaient être les premiers déplacements de Merz en tant que chancelier, le futur chancelier allemand. Il va faire Paris, Varsovie, Kiev. Ça donne une idée quand même de ce qu'il veut faire et de comment il veut réorienter malgré tout la politique allemande. Lui aussi, hein, je pense, a tendance va vouloir se présenter un peu comme l'anti-Trump. On verra jusqu'où il en est capable.
il y a aussi autre chose, hein, c'est que on dit, on a parlé de Mélanie, mais chaque dirigeant, à part chez nous, où tous ces gens-là sont en train de vendre notre pays à la découpe et sont en train de faire des cadeaux aux uns et aux autres, tu le dis sur la politique internationale, on peut le dire d'un point de vue économique. Mais Merz, il a bien compris que son pays est en danger de mort économique dans la période actuelle, avec ce que proposent les États-Unis, qui proposent de rapatrier, en fait, toute la stratégie américaine et toute la stratégie de Trump, c'est d'avoir compris qu'il y avait un problème dans la mondialisation sur les chaînes de valeur, qu'eux, ils ne produisaient plus rien aux États-Unis et qu'il allait falloir rapatrier de la production chez eux. Et comme ils ne sont pas en capacité de créer cette production immédiatement par eux-mêmes, parce que Emmanuel Todd nous a très bien expliqué avec chiffres à l'appui sur le nombre d'ingénieurs déficitaires aux États-Unis et le reste qui ne sont pas capables de le faire aujourd'hui, eh ben, il faut qu'ils rapatrient les industries elles-mêmes. Et donc, AstraZeneca, par exemple, là, c'est les Britanniques ont annoncé, pas plus tard que cette semaine, qu'ils allaient mettre toute une part de leur production aux États-Unis, et les Allemands, eux, sont en danger de mort sur cette question-là, parce que d'un côté, ils ont nous aussi, mais la différence, ce que je dis, c'est que nous, nos dirigeants, ne font rien par rapport à ça. Merz, il a au moins compris qu'ils étaient en danger par rapport à ça. Je parlais sur un point concret qui est l'énergie. Par exemple, c'était Michelin, le patron de Michelin qui était à l'Assemblée nationale, a dit, les amis, moi j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour faire des pneus, ça consomme beaucoup d'énergie, c'est 3 fois moins cher aux États-Unis, donc il ouvre à Détroit. C'est le principe de l'étau. D'un côté, les droits de douane, et de l'autre, la question de l'énergie. Voilà comment ça se passe. Et encore mieux, on voit bien que certains sont en train de s'entendre sur notre dos parce qu'on est incapable de penser cette question-là. Je pense que tout le monde a été attentif à la proposition, en tout cas à la sortie de Dimitri Peskov, qui disait que les Russes étaient tout prêts de permettre la remise en service et de céder Nord Stream 1 et Nord Stream 2 aux Américains, moyennant le paiement d'un petit peu d'une taxe et de récupérer de l'argent par ce biais-là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les Russes ils sont d'accord pour continuer à nous fournir de l'énergie et du pétrole et du gaz parce que ça leur rapporte. Et ils sont finalement d'accord pour que les Américains prennent une petite part là-dedans, et nous, on se laisse tondre là au milieu. Et celui qui est pile là au milieu de cet enjeu-là, c'est Merz, c'est les Allemands. Donc si on doit penser le contre-coup de Trump dans les politiques nationales, on voit bien que d'une certaine manière, le Merz, qui était ultra pro-américain au mois de novembre dernier, est un Merz qui est aujourd'hui en train de jouer quand même beaucoup plus la carte européenne. Pourra-t-il le faire la carte européiste, la carte macroniste quasiment, pourra-t-il le faire jusqu'au bout? Je ne sais pas, ça c'est les Américains qui décideront s'ils le laissent faire ou non. Tu l'as très bien expliqué avec l'histoire des missiles Taurus. Mais voilà en tout cas comment ces choses-là pèsent sur nos vies politiques au stade pré-électoral et au stade post-électoral. Et à l'international aussi, parce que un certain nombre d'éditorialistes, de journalistes et de citoyens se demandent pourquoi l'Europe, l'Union européenne, pourquoi la France n'a pas plus d'influence dans le monde. Alors je les invite à ouvrir la presse. En plus, on a des logiciels maintenant qui traduisent très facilement, indienne ou singapourienne ou sud-africaine. Et il est très intéressant de lire ce qu'en pensent ces grands pays du cas que tu as cité de Nord Stream. Ils disent donc les Européens se sont vus détruire par les États-Unis Nord Stream, ils vont le remettre en route, ils vont reprendre le gaz qu'ils recevaient avant, mais plus cher par les Américains. Ha ha ha. Tout le monde se dit, mais qui sont ces gens? Enfin, ils marchent sur la tête. Donc effectivement, ils marchent sur la tête. Et concernant J.D. Vance, j'allais le dire tout à l'heure, parce que ce qui a choqué en Allemagne, c'était bien sûr la prise de parole dont on a parlé tout à l'heure à Munich, mais c'est qu'en descendant de l'estrade, il avait son petit carnet, je caricature à peine, et à la rencontre des grands patrons allemands. Donc tu as dit, vous n'aurez plus, c'est les taux, vous n'aurez plus de droits de douane, plus l'énergie est moins chère, mais cerise sur le gâteau, en plus on fait des déductions fiscales si vous venez vous installer, par rapport aux impôts américains. Et donc il
les dirigeants américains ont vu que les dirigeants allemands ont vu que le vice-président venait littéralement parler au patron pour délocaliser sur place. Bien sûr, et donc la question maintenant, c'est quelles sont les réactions? Donc on voit que Merz, je pense que sa réponse, la réponse qu'il prône est insuffisante et elle échouera. De toute façon, les Allemands, je ne vois pas comment ils s'en sortent aujourd'hui. J'ai j'ai évoqué l'image de l'étau il y a un instant, mais je pense qu'ils sont réellement dedans. Je pense que ça va être extrêmement compliqué pour eux. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est comment faisons-nous, nous autres Français? Parce que c'est bien beau ce que je raconte sur AstraZeneca chez les Britanniques ou ce qu'on dit sur les industries allemandes. Mais enfin, nous, ArcelorMittal vient d'annoncer moins 1000 postes en France, dont moins 250, je crois, à Dunkerque, par exemple. On voit bien les dégâts que ça va causer. On vient d'avoir l'information selon laquelle ST Electronics va aussi supprimer plus de 1000 emplois en France d'ici à 2027. On est en train de parler de semi-conducteurs, c'est-à-dire d'industries qui devraient être qualifiées comme industries nécessaires. Que Voilà, l'Union européenne voulait protéger. que l'Union européenne voulait protéger. Et quelle est notre politique par rapport à ça? Ben rien, parce que on est dans une vision du monde, de la géopolitique internationale, de l'organisation du monde qui reste datée. Voilà. Ces gens n'arrivent pas à basculer sur un nouveau logiciel, celui qu'on évoquait, quand Vance dit la mondialisation c'est terminé, ben nous on continue. On va pouvoir faire exactement comme avant, et que finalement cette crise serait une crise qui va affaiblir tout le monde et nous permettrait de nous rehausser. Je ne vois pas comment on s'en sort. D'ailleurs, le logiciel est tellement peu, cassé, au sein pour les dirigeants européens, c'est qu'avec cette guerre tarifaire, qu'est-ce que nous propose von der Leyen? Le retour du TAFTA. C'est ça. Ah, allô? Washington, et si on cassait tous les droits de douane, ce qui est là, la garantie de destruction totale de l'industrie, puisque, les taux, bah, une partie de l'étau sera toujours là, c'est-à-dire, C'est le coût ça. de l'énergie. C'est ça, le piège de Trump, c'est qu'il joue sur les deux tableaux. Il joue sur la politique tarifaire et il joue sur l'énergie. Enfin, cette dimension, le cœur de la guerre commerciale aujourd'hui, c'est l'énergie. Enfin, celui qui ne l'a pas compris aujourd'hui, il faut qu'il quitte la scène. C'est pas possible de raisonner Ce qui sans fait que avoir cette nos question en tête. dirigeants Avec, pardon, juste une question sur l'énergie qui est importante. C'est qu'on pouvait avoir jusqu'à présent une interrogation sur Trump. À quel niveau voulait-il faire les choses? Est-ce qu'il voulait uniquement avoir une politique, notamment sur les hydrocarbures et sur le pétrole, qui allait remplir les poches des siens, pour le faire vite, euh, ou est-ce qu'il allait vouloir avoir une politique sur ces questions-là qui allait plutôt servir les intérêts des Américains? Je pense qu'il voit que comme sa politique va quand même créer pas mal de secousses, potentiellement des secousses sociales importantes chez lui, on a eu l'indication quand même depuis quelques jours sur le coût du prix du pétrole. Il est prêt à accepter que le prix du pétrole descende en dessous de ce qui l'intéressait dans un premier temps, hein. On pense qu'il avait en tête une idée d'un baril à 60 $. Là, on voit bien qu'il est prêt à accepter des barils beaucoup plus bas parce que ça va rendre les choses meilleur marché pour le peuple américain. Donc cette question de l'énergie est une question cruciale. Et nous, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le débat sur la politique énergétique en France? La loi de programmation de l'énergie, là, celle qui est censée être en place depuis 2019, que Bayrou vient enfin de nous proposer, mais finalement il nous dit qu'elle passera quand même plutôt par décret, le jour même où il y a un blackout en Espagne. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de blackout en Espagne? On est en train de nous dire que c'est une cyberattaque quand les deux transporteurs d'énergie, quand les deux prestataires de réseau nous disent eux-mêmes que c'est pas une cyberattaque. Enfin, l'énergie, c'est quoi? C'est qu'il faut juste qu'à un moment donné, il y ait un équilibre entre la production et la consommation. Si à un moment donné, c'est rompu, c'est ça qui crée le blackout. Mais c'est bon, on en a de l'expérience du blackout, hein. On en a eu quelques-uns, ça datait au sein de l'Union européenne, hein. Il y en avait eu en Allemagne en 2006, si je ne dis pas de bêtises, il y en avait eu en Italie également un petit peu avant, en 2003, ça devait être. Puis il y a tous ceux qu'on a vus aux États-Unis. On rigolait quand on voyait les Américains là, plonger dans le noir, la Californie et le reste. Mais c'est chez nous, c'est chez nous. Et pourquoi est-ce qu'on en est dans cette politique? Parce que c'est le drame de la séparation entre la production et le transport. C'est ça le principe. À partir du moment où ça repose sur l'équilibre entre la consommation et la production, et à partir du moment où d'un côté on met, pour répondre aux injonctions de la Commission européenne, où on sépare les entités de production des entités de transport, tout ça pour permettre de faire des bénéfices plus faramineux aux uns et aux autres, eh bien on crée les conditions du désastre.
On en avait parlé dans notre matinale avec Pedro, on avait analysé ce cas en rappelant justement les grandes pannes aux États-Unis. Il y avait celle de 2003 aussi dans tout le nord-est américain, de New York, Manhattan, Wall Street, tout dans le noir complet, pour des raisons de privatisation. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a les producteurs, le transporteur sont pas les mêmes, et puis quand c'est privatisé, on délaie un peu la maintenance, on délaie même beaucoup les maintenances, et puis on pense que c'est le voisin qui s'occupait de oh, il l'a pas fait. Mais c'est risible là de voir les Pedro Sanchez et les autres là sortir les avirons pour essayer de lancer. Les prestataires de réseau ont dit que ce n'est pas une cyberattaque, mais le gouvernement a quand même demandé au procureur d'ouvrir une enquête contre une attaque informatique. On en est là, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que ce qui est sur la table soit révélé. Enfin, ça me fait penser à tout ce que vous avez mis à jour avec Pedro quand vous nous avez relaté ce qui se passe en Grèce. J'ai l'impression qu'on a la même chose et que de la même manière qu'on a tout sous les yeux là, eh ben, on est en train d'essayer de nous vendre une autre histoire. Mais c'est très important de faire ça. C'est une des raisons pour laquelle on fait cette réinformation, pour rappeler qu'on n'ait pas ces drames. Parce que les Grecs, que tu viens d'évoquer dans le drame de Tempi, au début, Zoé Konstantopoulou les a soutenus et en est l'expression politique de la colère populaire. Mais ce sont des citoyens qui se sont mis de victimes, des associations de victimes qui se sont mis à creuser contre l'explication officielle, comme Pedro Sanchez l'a fait. Mais non, en fait, c'est parce que tout a été privatisé n'importe comment, que c'est pas maintenu, qu'il y a trop d'acteurs économiques sur une même ligne ferroviaire, et que donc nécessairement, comme 1 + 1 + 1 font 3, il y aura des accidents. Et on a parlé des problèmes d'infrastructure aussi dans toute l'Union européenne. Cette mondialisation telle qu'elle a été menée, les politiques néolibérales font que pour atteindre ces critères de Maastricht complètement absurdes, dans tous les pays de l'Union européenne, ou quasiment, les infrastructures n'ont pas été maintenues et parfois de manière critique, y compris dans des pays qu'on aurait pu supposer ne pas avoir de problème, comme l'Allemagne. On l'a vu récemment avec des effondrements de ponts. Donc dans ce cadre général, peut-être c'est peut-être ça qui va être ce sur quoi on va devoir travailler dans cette émission, dans les suivantes, et avec les gens qui sont dans le poste là. C'est quelles conséquences ça a sur la vie politique française, quand même, tout ça, tout ce qu'on vient de décrire. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure le problème qui est quand même posé au Rassemblement national, mais qui peut tirer son épingle du jeu sur la situation. On a évoqué le fait que si on regarde sur les premiers exemples, à confirmer, mais sur les premiers exemples, la nouvelle scène internationale et l'irruption du trumpisme prolongent la bipolarisation la polarisation et la bipartition de la vie politique, mais cette fois quasi exclusivement entre d'un côté les conservateurs et de l'autre côté les libéraux. Donc ce sont les forces progressistes qui pourraient en tirer bénéfice, qui n'en tirent pas bénéfice. Comment on voit ça, nous, en France? À ce stade, je n'ai pas de réponse toute faite. Ce que je constate, c'est que... Je me permets de te couper, c'est pour ça qu'on a voulu montrer ce qui se passe en Grèce, parce que personne n'en a parlé, et Zoé Konstantopoulou, qui est quand même partie, il y a 3-4 ans, elle était à 0,96 quand elle a relancé, puis 3, et maintenant elle est à 15, 16, 17, on parle éventuellement, parce qu'elle a joué le jeu de cette gauche, clairement de gauche, mais qui défend la souveraineté, qui s'oppose au diktat de l'Union européenne, et qui dit au peuple, voilà pourquoi les choses arrivent, c'est à cause de ça, et nous on veut s'y opposer. Et c'est politiquement rentable. Je pense que nos amis de gauche devraient regarder le documentaire qu'on a fait, et les courbes qui montent du côté de Zoé Konstantopoulou, je pense qu'ils devraient en tirer quelques conséquences. C'est politiquement efficace, et au-delà, moi je pense que même au-delà des aspects purement politiques, ce qui va être recherché dans cette séquence, qui est une séquence de grande instabilité, où il n'y a pas de lisibilité, les acteurs économiques le disent, mais les acteurs démocratiques, les citoyens le voient aujourd'hui, ils ne voient pas bien les uns et les autres où on va. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de décryptage qu'on essaie de faire par rapport à tout ça. Je crois que la valeur refuge, ça va être la stabilité. Si tu prends l'exemple de la Grèce, qu'est-ce qu'a fait Zoé? C'est elle qui est ferme dans ses convictions, qui n'a pas dérogé, qui n'a pas bougé d'un iota depuis qu'elle est en place. Elle n'a pas fait des allers-retours, elle n'a pas fait de la tactique. Elle n'a pas fait de la tactique.
elle a fait de la stratégie. La stratégie qui est, je crois en mes convictions, et je pense qu'il faut rester sur cette ligne fermement arrimée. Eh ben, aujourd'hui, elle est en passe d'en tirer le bénéfice. Est-ce que ça, c'est pas un enseignement pour la suite? Puisqu'on s'interroge sur la gauche en France, on a une gauche qui a fait le yo-yo. Voilà. Si on pense à celle qui est la plus puissante aujourd'hui, notamment d'un point de vue électoral, c'est LFI. LFI a eu des variations tactiques extrêmement importantes. Est-ce que ce sont des variations stratégiques ou est-ce qu'elles sont que tactiques? Ça, seul Jean-Luc Mélenchon pourrait nous le dire. Mais à force de faire beaucoup de changements tactiques, ça rend la stratégie lisible. Donc il y a quand même une difficulté avec ça. Voilà. Qui pourrait aujourd'hui incarner cette stabilité de pensée? Celui qui sera capable de le faire, en tout cas, il remplira l'un des critères importants pour avoir la reconnaissance des Français en 2027 ou avant, si l'élection présidentielle devait être anticipée. Et donc l'autre chose, moi, que je regarde sur ce qui se passe à gauche, c'est que la gauche française s'est extrêmement investie sur les sujets sociétaux et sur des sujets de bataille culturelle sur ces aspects-là. Elle serait légitime à apparaître comme l'opposant numéro un au Trumpisme. Sauf que, c'est ce qu'on a dit sur les exemples internationaux, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, cette gauche-là, elle a du mal à se positionner. Parce qu'elle est frontalement opposée au Trumpisme sur les valeurs culturelles, et en même temps, toute une partie de celle-ci est encore bloquée sur les phénomènes de mondialisation, donc elle est bloquée par rapport à Trump sur ces questions-là, quand une autre se dit « Ah ben non, il faudrait quand même qu'on reprenne un petit peu nos intérêts en main ». Tout ça crée un éparpillement. On ne voit pas une ligne directrice qui permettrait aujourd'hui d'agréger autour d'un même projet ce qui est sur la scène politique électorale à l'heure actuelle. Voilà. Le Trumpisme, aujourd'hui, fait plus de dégâts au sein des forces de la gauche ou des forces progressistes qu'il ne crée une capacité à se réarmer et à reconstruire du commun. C'est quand même assez paradoxal. Donc si on voit ça d'un côté et que de notre côté, on regarde les élections à l'international et on se dit prime est donnée pour une forme du vote utile à un vote libéral pour être le paravent face au vote réactionnaire, bah dans ce cas-là, on se dit que c'est pas gagné tout ça. Le problème, le diagnostic qui est posé, qui est un diagnostic, en tout cas c'est celui que moi je pose, de déficit et de problème d'offres électorales, va être plus pertinent peut-être que jamais. Bon, ce qui nous amène en France aux élections de 2026 et 2027. Peut-être que tout sera mis en pâté en 2026 par le président pour rendre les choses encore plus compliquées, ce qui fait qu'on va avoir énormément de choses à analyser avec toi. Mais que la scène politique devrait commencer quand même à cogiter un peu, à penser les choses, pour l'instant, pardon de le dire, mais ce que je vois de la vie politique dans ce moment aussi crucial, c'est de la politique à la petite semaine. Alors, avant de se quitter, je vais te demander, c'est quoi cet objet? Ah, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mon grand-père, qui était résistant, entre autres, était cheminot sur les vieilles machines à vapeur, et c'était sa lampe de cheminot. Ça a été, ils l'ont laissé terminer sa carrière, il conduisait la dernière machine à vapeur de toute la grande région sud-ouest à l'époque. Voilà, et je trouve que c'est un objet, c'est un bel objet auquel je suis très attaché pour ce qu'il représente par rapport à moi d'un point de vue personnel, mais aussi de ce monde-là et des valeurs qui étaient les siennes. Eh ben, merci François pour cette première émission de La Lumière au bout du tunnel. Et si vous avez apprécié, eh bien n'oubliez pas de liker si ce n'est pas déjà fait, de commenter. On a besoin de vos commentaires, parce que c'est une émission qu'on va construire, comme on s'est dit avec François, avec vous. Donc n'hésitez pas à envoyer vos réflexions, poser vos questions. On regarde tout ça toujours. D'ailleurs, certains ont remarqué qu'on répond bien à ce que vous écrivez. Et donc, nous, ça nous intéressera pour préparer la prochaine émission. Partagez autour de vous. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous sur la chaîne Fréquence Populaire. Et comme je vous le demande régulièrement, allez aussi vous abonner sur la chaîne
TikTok de Fréquence Populaire et sur le fil Telegram, puisque chacune de ces moyens d'expression dépend d'entités géopolitiques différentes, et avoir un pied partout eh bien, nous permet de rester totalement indépendants. Merci à vous, à très bientôt. Merci François. Merci Georges, salut à tous.